jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle avait été choisie comme Sista par Olivier Goy, le fondateur d'October. J'ai le plaisir d'accueillir au micro de 40 nuances de Sista, Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School. Bonjour Marilyn. Bonjour Solène. Marilyn, merci beaucoup de venir et d'inaugurer ce premier format. Alors pour ceux qui auraient manqué ton passage dans le 40 nuances de Next d'Olivier, on ne passera pas à côté du pitch de Digital. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors souvent, j'aime demander aux entrepreneurs comment ils expliqueraient leur société et ce qu'ils font à un enfant de 5 ans. Alors toi, ça tombe bien parce que c'est presque ta cible, les enfants de 5 ans, même si tu t'adresses à ceux qui sont un peu plus grands. Donc tu lui dirais quoi ? Alors écoute, nous on s'adresse aux enfants effectivement dès 5 ans, jusqu'à les grands enfants jusqu'à 17 ans et parfois même les adultes. Et en fait, Digital, c'est l'école nomade de la tech. Alors, l'école nomade de la tech, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a créé ce rêve fou que j'avais depuis de longues années en me disant, mais comment on va apprendre aux enfants la tech sans écran ? Et pourquoi sans écran ? C'est que je reste persuadée aujourd'hui qu'on peut leur apprendre les bases de l'algorithme, de la programmation, de ce qu'est une intelligence artificielle, en conservant leur esprit critique. Et c'est ainsi qu'on a créé Digital il y a 3 ans en partant d'une feuille blanche et en se mettant ce moulin avant, comme je dirais, en tête, de former les enfants dans les écoles. Alors tu parles d'un rêve, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? D'où ça t'est venu cette idée et cette envie de devenir entrepreneur ? Alors, il est vrai que j'ai des parents qui ont été évidemment entrepreneurs. Alors, est-ce que c'est dans les gènes ? J'en sais rien. J'avais un papa qui programmait des robots qui allaient sous terre pour limiter l'action humaine dans des endroits qui sont quand même pas très sympas, notamment dans le Nord. Donc, il avait créé des bras en fait de robots qui creusaient à la place des mineurs. Donc, est-ce que c'est environnemental ? J'ai grandi évidemment avec un père qui commençait à programmer des lignes de code, qui m'a offert ma première Atari, je crois que j'avais 4 ans. Tu sais qu'on changeait sur cette télé que moi j'ai connue dans les années, je ne dirais pas les années, mais où on changeait les 3 boutons avec un bâton de ski parce qu'avec ma sœur on ne voulait pas se lever. Et puis j'ai une maman entrepreneur dans l'immobilier. Donc est-ce que cet environnement m'a poussée en tout cas à me dire qu'un jour je créerais ma propre entreprise? Est-ce que c'est génétique? Je ne sais pas. En tout cas j'ai toujours eu cette envie. Après en tant que femme, est-ce que cet énorme manque de confiance en moi m'a fait dire, mais en fait, avant d'arriver là, il faut que tu aies des couches de compétences. Et donc, acquérir des compétences. Et dans ma tête, je me suis mis une espèce de stratégie de compétences à acquérir avant de me lancer. Alors, c'était quoi ces couches ? Alors, je me suis dit, en fait, déjà, créer de rien d'une feuille de papier, c'est déjà un peu la base. Ouais. Donc, en fait, après mes études, j'ai eu la chance de créer une étude d'administrateur judiciaire à 22 ans, ce qui est un peu fou quand j'y repense. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai co-dirigé des entreprises en difficulté et pas que pour trouver des repreneurs, des solutions. Et puis, j'ai créé une équipe de 10 personnes à ce moment-là. Donc, voilà. Ce qui est un beau challenge à 22 ans. Ouais, quand j'y repense, c'est complètement fou. Je me dis, c'est n'importe quoi en termes d'autonomie et de responsabilité. Parce que tu fais des plans sociaux, parce que j'ai été kidnappée, évidemment, des heures par des salariés à qui t'annoncent, notamment des sous-traitants automobiles, qui a un plan social énorme et qui ne seront pas repris. Donc, tu vois, tu as aussi l'envers du décor de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que des salariés, comment tu les manages, c'est quoi un plan de trésorerie, comment tu signes et co-signes des chèques à 23 ans sur des choix stratégiques d'entrepreneur. Et puis, un entrepreneur, quand il ne va pas, ça entraîne aussi sa famille. Ça entraîne aussi les enfants. C'est toute une cellule, on va dire, c'est le pendant de l'entrepreneur. Il n'y a pas que les levées de fonds et les moments sympas. Donc, j'ai commencé évidemment en me disant, ça, c'est important. Et puis après, je me suis dit, mais il faut des couches de finance. Pour ça, il faut parler anglais. Moi, je ne parlais pas anglais. J'étais à la fac de droit, tu vois, comme on m'a parfois dit, tu n'as pas fait HEC.
tu es une autodidacte. Et oui, quand tu fais un DEA droit des affaires, pour certains, tu es une autodidacte. Mais ça va très bien, tu vois. Mais on n'apprenait pas l'anglais, en fait. Donc, je suis partie 1 an aux États-Unis, à New York et San Francisco, Ouais. où j'ai travaillé. Et j'ai appris l'anglais. Parce que quand tu connais pas un mot d'anglais et que tu te retrouves dans un taxi à donner ta direction à New York, c'est quand même épique. Trouver un logement aussi, au resto aussi, bref. Donc très vite, il faut apprendre en fait. T'as pas le choix. Il faut vite apprendre. Et puis il y a des moments évidemment extraordinaires. Parce que New York ou San Francisco en 2004, t'es au début, en tout cas pour moi, la Silicon Valley. T'es dans un moment d'innovation juste dingue. Tu viens de quitter Lyon. T'arrives là-bas. Tu vois tous ces entrepreneurs de la tech. Enfin, moi, j'étais dans un autre monde. J'arrivais pas. J'avais tellement d'étoiles dans les yeux. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Enfin, bon, j'étais déjà un peu grande. Et je me disais, mais c'est fou. Ils ont peur de rien. Ils innovent. On est tellement à des centaines de milliers de kilomètres de ces sujets, en fait. Et c'est là que tu as rencontré Elon ou Musk, pour ceux qui nous écoutent? Écoute, non, c'est pas là que je l'ai rencontré, mais c'est là où effectivement je me suis empreinte de tous ces sujets, et notamment Apple. On était, je crois qu'en rentrant à Paris, j'étais derrière les portes de la Fnac pour être une des premières à acheter les derniers iPods et puis ensuite les iPhones. Et surtout, je me suis dit, il y a une énergie qui m'interpelle, parce que t'as l'impression que tu n'avais pas de barrière en fait, que tu pouvais créer un business là-bas assez facilement. Ça, c'est aussi assez marquant. Et puis, il a fallu évidemment que je rentre parce que j'avais beau faire des allers-retours dans des pays limitrophes pour mon visa. À un moment donné, il fallait rentrer à Paris. Donc, du coup, dans cette Silicon Valley, tu as pu observer de près ces entrepreneurs. Aujourd'hui, tu formes les enfants à ces codes, à ces algorithmes. Qu'est-ce que tu as eu envie de leur apprendre et surtout, qu'est-ce que tu as envie de ne pas leur apprendre? Écoute, il y a cet adage qui dit que les grands patrons de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants derrière des écrans. Alors, il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet. La réalité, c'est que c'est vrai. La réalité, c'est que Steve Jobs ne mettait pas ses enfants derrière ses propres produits. La réalité, c'est que quand tu vas à l'école Waldorf en Californie, ils en ont 3-4, même si cette école peut être décriée. En attendant, tous les enfants des patrons de la Silicon Valley sont dans ces écoles. Que tu prennes les écoles Montessori, ils n'ont pas d'écran. C'est-à-dire que quand tu vois la Waldorf à San Francisco, jusqu'à 15 ans, les enfants ne touchent pas un ordinateur, n'ont pas de téléphone. C'est-à-dire que le matin, ils ont des cours fondamentaux. Donc, j'en ai gardé évidemment ce qui est essentiel, les mathématiques, l'anglais pour le coup. Et l'après-midi, ils récitent leur poésie sous le chêne, ils cultivent le potager, ils font de la méditation. C'est-à-dire que tu es dans un environnement où tout l'esprit critique, la concentration est l'essence même de l'éducation. Et c'est effectivement ce qui m'a énormément inspirée pour Digital. C'est de dire, même si j'ai un côté qui sublime la tech, j'en ai conscience, mais je connais aussi le dark web, je connais aussi les travers de la technologie. Et comment tu fais pour les connaître? Tu les connais si tu as eu cette capacité de concentration, cette capacité de conserver ton esprit critique, et donc ta confiance en toi. Et c'est effectivement ces sujets-là où moi j'ai appris beaucoup, notamment de ces entrepreneurs, qui sont à la fois capables de te pousser de l'endorphine aussi, sur les réseaux sociaux, les likes, les pouces, les partages. Et en même temps, quand tu regardes derrière les écrans de fumée, ils t'expliquent bien que leurs propres enfants sont préservés de tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, selon toi, comment on travaille l'esprit critique des enfants ? Alors ça, c'est le sujet que je préfère, parce qu'on peut parler de la philosophie, cette philosophie adaptée au numérique ou à la technologie. À mon sens, c'est une matière qu'on devrait apprendre dès la maternelle, et nous-mêmes, parents, tout simplement. C'est effectivement comment est-ce que demain, ta petite qui rentre en maternelle, au primaire, elle gardera, quand elle aura son premier rapport à un ordinateur, à un téléphone, à TikTok, à se dire toujours « je le fais en pleine conscience ». Donc, c'est quoi le faire en pleine conscience? C'est quoi expliquer à ta fille qui va être sur TikTok que non, tu ne vas pas lui interdire, parce que tu ne peux pas interdire, mais comment derrière sa sécurité, sa data, son profil, comment elle se préserve, comment elle réagit si elle a un message un peu étonnant d'un inconnu. Voilà, c'est vraiment comment on les accompagne sur ces sujets à la fois d'esprit critique, et de se dire, demain, je poste une photo, je le fais
en pleine conscience, même si je sais que derrière, tu as un enjeu de data, tu as un enjeu de visibilité, tu as un enjeu d'écologie digitale également, mais on pourra en reparler. Et c'est comme ça, c'est pas juste qu'il soit, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais passif ou consommateur. C'est à la fois, je connais la tech, je sais qu'il y a un algorithme, je sais qu'il y a des marques derrière qui payent des millions et des millions et des millions, même pour être référencées sur Google quand je fais une recherche. Est-ce que ce qu'il y a dans Wikipédia pour faire mes devoirs, c'est vrai ou c'est pas vrai? Finalement, c'est d'une certaine manière, on éduque leur naïveté. Oui, alors, parce que, mais même nous adultes, Tout à fait. je dirais, qui aujourd'hui est capable de prendre du recul sur une publicité en sachant qu'elle va peut-être pusher cette fois parce que c'est la neuroscience business et qu'au bout de la 7e fois, tu vas l'intégrer et bah tiens, bizarrement, la bannière, tu vas cliquer, tu vas acheter. Et alors, Digital, tu interviens dans les écoles. Comment ça s'est passé? Parce qu'on imagine que c'est pas forcément évident de pouvoir proposer à l'école publique des formations qui sortent un peu de l'ordinaire, bien que ce soit, que ce soit obligatoire aujourd'hui, il me semble, d'être formé à ces sujets-là. Comment tu t'y es prise? Alors écoute, je crois que c'était à la fois beaucoup d'inconscience mélangée à une telle conviction que j'en ai oublié que c'était pas possible. Donc en fait, au départ, effectivement, comme tu le rappelles très bien, dans les programmes de l'éducation nationale, dans les mathématiques, alors en plus ça tombe bien parce qu'on n'est pas hyper bon, il paraît, dans les derniers classements, tu as 30 heures sur 160 qui doivent être dispensées sur ces sujets d'algorithmie. Sans écran même, d'accord? Donc programmation, déplacement dans l'espace, code, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, les enseignants, ils ne seront pas formés. Faute de temps, faute de budget. Parce que quand tu es enseignante en primaire, à quel moment tu lâches ta classe de 30 petits choux pour aller te former, en fait, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, on va aller dans les écoles, et notamment les écoles publiques, parce que tu as l'inclusion. Quel que soit ton milieu social, tu es dans l'école, et que tu sois une fille ou un garçon, tu es dans l'école. Ça, on y reviendra. Et effectivement, j'ai démarré d'abord avec une école qui m'a fait confiance, avec d'abord 5 élèves, et puis 5 élèves, et puis après ça a été une classe, et puis après ça a été 2 classes, et puis ça a été une deuxième école, et puis aujourd'hui on en a à peu près 30. Donc effectivement, d'abord on a dû démarrer dans des écoles privées, hors contrat, qui m'ont d'abord fait confiance, mais quand je dis ça, en fait, j'étais toute seule. Il fallait que tu fasses ton MVP. Ouais, que je fasse mon MVP. Et puis, de te dire qu'aujourd'hui, tu es dans un pays, tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es pas en Asie, tu es en France avec ses super bons côtés, parce qu'on adore notre pays, et puis des côtés aussi où, comme ils disent, le mammouth, il ne bouge pas si facilement, c'est pas un guépard non plus. Donc, comment tu arrives à leur dire c'est important de former les enfants à l'algorithmie, c'est obligatoire, on vous propose une solution, il faut s'accrocher. En fait, je crois que j'ai eu des gros moments de doute, des nuits blanches où je me suis dit, mais en fait, est-ce que on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et puis au fur et à mesure, ils nous ont fait confiance. On a un sujet d'école publique qui est compliqué, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les écoles publiques n'ont pas de budget. Quand je dis pas de budget, il faut savoir que le budget d'une enseignante pour sa classe à l'année, c'est 45 €. D'accord? Donc, et on est à Paris. Quand tu vas, par exemple, sur des sujets comme la Courneuve, pour avoir des enseignants là-bas, leur coopérative, c'est 10 € par an et c'est pas par enfant. D'accord? Donc, il faut revenir à des choses simples. Oui. Et du coup, ton business model, comment tu pourrais nous l'expliquer? Alors en fait, le business model, on a effectivement, en plus on a eu cette période de confinement, de Covid, nous on était sur des ateliers présentiels en classe. D'accord? Donc quand tout s'est fermé, on s'est dit mais comment est-ce qu'on va continuer à former les enfants? Et c'est devenu de plus en plus pour nous essentiel, c'est un enjeu sociétal, parce que qui dit confinement, dit usage au numérique, dit tablette, l'idée c'est pas de les interdire, mais c'est de continuer à les accompagner en fait, parce que sinon tu vas être sur un sujet où tu auras de plus en plus d'usage, mais sans que les parents n'en aient le temps ou la culture pour le faire. Tout à fait. Donc en fait, là où parler anglais il y a 20 ans était essentiel, si aujourd'hui tu ne peux pas inculquer à tes enfants cet accompagnement numérique, pour moi c'est une génération entière pour qui ça va être compliqué. Oui. D'autant plus que pendant le confinement, ils ont été encore plus exposés aux écrans. Ils ont été et puis c'est pas voilà, il y avait aussi des parents qui n'avaient pas le choix. Bien sûr. Et puis ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, on s'est dit mais comment on va faire? Donc fin des ateliers et on s'est dit mais les écoles publiques n'ont pas de budget. Comment est-ce qu'on va continuer cette
c'est un fusion en fait. Et on s'est lancé sur la création de cahiers. Donc en fait, on s'est dit, les cahiers, ils ont un budget qui est 30 € par classe, voilà, par an et par enfant. On s'est dit, un cahier, ça rentre à l'école. Donc d'ailleurs, je suis contente, je vous en ai apporté un exemplaire qui sort de notre imprimeur français d'ailleurs. Qui est canon, d'ailleurs. Merci. Et J'aimerais bien être à nouveau au CP. Ouais, non, mais ils sont géniaux. Et surtout qu'on a créé une communauté d'enseignants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, qui mieux qu'un enseignant ? Et ils deviennent tes ambassadeurs. Ils viennent à la fois nos ambassadeurs et surtout nos co-auteurs. C'est-à-dire que tous les livres aujourd'hui, manuels d'élèves, digital sur les algorithmes, sont coécrits par des enseignants. D'accord ? Ce qui permet, qu'eux puissent effectivement retranscrire et transmettre en tout cas leur savoir, deviennent ambassadeurs et se rendent bien compte que c'est indispensable pour eux dans leur cours en fait chaque semaine. Et du coup, tu leur vends ces cahiers ? Exactement. Pour revenir au business model. Donc le business model aujourd'hui, on leur vend ces cahiers. Tu peux également les trouver en version numérique sur notre plateforme. Donc c'est-à-dire que tu as une partie évidemment que tu peux acheter en ligne. Nous avons beaucoup de ressources effectivement que nous mettons gratuitement à disposition. Donc là, le business model n'est pas un business model entre guillemets bankable, mais on est sur un sujet nous de conquête. C'est-à-dire qu'on est quand même une start-up. On s'est créé d'une feuille blanche il y a 3 ans. J'étais seule en disant il faut avancer et éduquer les enfants aux algorithmes, à l'esprit critique. Donc le business model, effectivement, c'était d'abord les ateliers, puis aujourd'hui les cahiers, puis pouvoir donner et partager des ressources pour se faire connaître, parce que on ne vend pas entre guillemets de la semoule, c'est pas un produit qui est connu. On est aussi sur un sujet de market fit à affiner avec les enseignants. Donc tu as quand même toujours l'impression que tu pivotes toujours un peu, en repartant plus ou moins d'une feuille blanche, avec cet objectif de toujours t'adapter à tes clients en fait. Oui, parce que 30 € par classe, il faut en vendre beaucoup, qu'il y ait beaucoup de classes. Du coup, vous avez aussi des ateliers hors temps scolaire, peut-être, sur lesquels vous misez ? Effectivement, on a effectivement tout ce sujet, à la fois, il faut en vendre beaucoup. Tu as à la fois le sujet des téléchargements, parce qu'aujourd'hui, on a aussi nos cours en ligne. C'est-à-dire que tu as aussi un sujet B2C. Tu sais que le Python est une matière obligatoire en seconde, avec la réforme. Je vois certains qui haussent les sourcils. Mais oui. Et du coup, depuis septembre, tu as des parents qui nous appellent. Donc là, on lance officiellement le soutien scolaire, en particulier. Ouais. En ligne, sur du Python, parce que aujourd'hui t'es parent d'un lycéen, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'aides à réviser le Python. Lui-même, si tu veux, voilà, il sait pas faire, il n'a pas été formé. C'est pour ça que cette formation de 5 à 17 ans, avec une progression, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande Python en seconde, mais dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, ce sera évident. Ils ont déjà de la programmation par bloc au brevet, qui est 25% de ta note de maths. Donc en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on va leur demander quelles sont leurs compétences. Depuis le décret de août dernier, en fin de CM2, tu as une évaluation sur les compétences au numérique acquises. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les enseignants, ils ne peuvent pas faire les évals, puisqu'ils n'ont pas les contenus pédagogiques pour enseigner aux enfants l'algorithmie. Et aujourd'hui, tu as des concurrents sur ce marché ? Alors écoute, moi, j'aime pas dire concurrents ou... c'est plutôt des partenaires. Alors déjà, on est tous chez EdTech France, qui est une association formidable. On est 350, qui fait un travail de lobbying pour démontrer qu'aujourd'hui, auprès de l'éducation nationale, et on a un ministre de l'éducation qui est très ouvert, après, tu as un changement, changer un ministère, voilà, c'est pas si simple de changer des habitudes. Oui, effectivement, EdTech France nous accompagne en disant, mais il y a des EdTech qui proposent des compléments. Nous, on n'est pas là pour disrupter l'éducation nationale. Déjà, c'est un mot qui n'est pas très français et qui ne veut rien dire. Qu'on utilise beaucoup à tort et à travers. Donc ça n'a pas de sens, mais là, j'avais que celui-là. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer que l'école ne peut pas être tout le temps seule, en fait. Et que les enseignants, on ne peut pas aujourd'hui... Nos parents nous confient à l'école pour les fondamentaux, mais aujourd'hui, on demande à l'école de former sur la politesse, sur la vie en collectivité, sur aussi les écrans, sur la programmation. À un moment donné, je pense que c'est un chantier qui est sociétal, en fait. Donc, EdTech France nous aide, effectivement, et a obtenu l'échec. Pas l'échec, mais l'échec. En 2 mots. En 2 mots. Les plus loin chèques. Chèque EdTech France, où dès septembre, les enseignants auront un budget qu'ils pourront allouer et dépenser auprès de certaines EdTech en France. D'accord ?
Donc ça, c'est une grosse avancée. On a effectivement après des partenaires. Alors, il y a des sociétés qui font du code en after school. C'est-à-dire que après l'école, tu emmènes ton enfant dans ces centres pour faire du coding. On n'est pas concurrents, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que tu as beaucoup de startups aujourd'hui qui vont proposer ces cours de coding sur Scratch. D'accord. Moi, je les ai observés, je trouve ça super. C'est ce qu'on propose aussi parfois aux États-Unis. Mais tu touches une catégorie déjà plutôt aisée. Parce que tu as un coût à l'année périscolaire qui est entre 500 et 600 euros par an. D'accord ? Tu les fais travailler sur un logiciel qui est Scratch, donc c'est super. Et puis, tu fais d'autres projets. Mais il reste seul derrière un écran. Après, c'est autre chose. Et c'est très bien. Mais pour moi, tu as un sujet d'inclusion. Tu as un sujet d'inclusion, de mixité sociale. Parce que cette mixité, tout le monde doit pouvoir avoir accès à ça. Et ça, c'est à l'école. Et ce qui est le rôle de l'école. Voilà. Mais comme l'école n'est pas formée, c'est à nous aussi de prendre le relais. De reprendre le relais. Et deuxièmement, pour moi, sans être mais on est chez Sista après tout, sans être une féministe extrémiste, et puis je ne sais pas si ça existe, en tout cas, c'est cette égalité. Quand tu le fais en périscolaire, après l'école, les filles, si tu veux, nous on le voit bien quand on fait des ateliers périscolaires, en maternelle, les petites, on en a 70%. C'est-à-dire que dès lors que les parents les mettent petites, ben voilà, elles sont là. J'ai une petite Léa que j'ai eue en grande section, elle est en CE2, mais je suis comme une dingue de la voir grandir chez Digital. Voilà. Quand tu les as en primaire, tu n'as plus que 50% de filles en périscolaire. Et au collège, tu as 1% de filles. Au lycée, tu n'en as plus. Donc si tu veux, quand tu vois juste cette statistique qui est très pragmatique, tu te poses des questions. Bien sûr. Donc tu te dis, ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu le proposes en périscolaire, sur une activité de programmation exclusive de robotique, tu n'es pas dans un réflexe féminin parce qu'elles ne s'y retrouvent pas. Tu leur envoies le modèle des geeks. Alors, j'ai rien contre les geeks parce que j'en ai plein. Mais si tu veux, dans leur esprit d'adolescente où tu te construis avec le regard des autres, tu es sur un sujet qui ne te concerne pas. C'est-à-dire que tu es sur le sujet des garçons qui passent leur temps derrière un ordi, qui mangent des pizzas. Non, mais le stéréotype qui leur vient des séries américaines, en fait. Donc, elles relaient. Ça ne leur parle pas. Donc, en fait, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser, dès la fin de primaire, les filles à côté de cet apprentissage. Parce qu'après, on se dit, il nous faut des rôles modèles dans les écoles d'ingénieurs. Je ne crois pas une seconde aux rôles modèles dans les écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Même si j'adore Sheryl Sandberg, c'est super, ces rôles modèles. Sauf qu'avant qu'une jeune fille s'identifie à Sheryl ou à d'autres, c'est impressionnant. Elle ne le fera pas si elle n'a pas confiance en elle, si elle n'a pas fait par elle-même, par les mains. D'accord ? Donc en fait, on s'est dit, une petite fille qui démarre en grande section jusqu'en fin de primaire, jamais elle se posera la question de savoir si elle est capable. Et il y a de grandes chances qu'elle continue après. Et oui, puisqu'en fait, elle ne se met pas de frein, puisqu'elle le fait depuis qu'elle est petite. Alors Maëlys, si tu devais retenir les 3 plus grands défis que tu as dû surmonter, ou qui te restent à surmonter avec Digital. Waouh, je crois qu'il y en a plus que 3, mais on va faire 3. C'est des défis déjà évidemment du quotidien, donc déjà sur la création, de démarrer seule avec cette idée et de te dire le plus gros défi, c'est de démarrer, trouver les premiers clients. Donc ça, c'était un défi énorme. Le deuxième défi, ça a été ensuite de cranter tous les jours, de n'être jamais dans ta zone de confort. Il n'y a pas un matin où je suis dans une zone de confort chez Digital. Parce qu'aujourd'hui, on a une 40aine d'écoles, on passe en mode plateforme. J'ai levé des fonds, donc j'ai des investisseurs formidables qui, pendant le confinement, on a closé. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question de se dire, mais non, on ne fait plus. C'est-à-dire que, 1, levée de fonds, 2, recrutement d'équipes. Tu peux parler du montant de ta levée ? Écoute, on a levé 1 million d'euros. Moi, j'avais démarré Digital avec ma feuille blanche, mon stylo que j'avais volé avant de partir, et puis 1 000 euros de capital. Parce que je m'étais mis en tête que je devais me prouver que j'étais entrepreneur et qu'un entrepreneur, il n'a pas besoin d'argent au départ pour démarrer son modèle, trouver des clients et facturer. La folle. Mais ceci dit, voilà, j'ai démarré avec 1 000 euros et pendant 3 ans, ces 1 000 euros ont suffi justement, grâce au business model, à recruter, avoir des intervenants, être dans 40 écoles, etc. Mais pour revenir au défi, ton premier défi, c'est effectivement, 1, trouver des clients, 2, te dire que comment tu fais tous les jours pour pas être dans ta zone de confort. Ouais. Et puis 3, une fois que tu as fait ta première levée, que tu as recruté des équipes, tu as aussi des sujets
qui te dépasse, de responsabilité, de management. Et puis, dans ce contexte sanitaire, tu pivotes un peu, tu te suradaptes tous les jours. Donc voilà, c'est le troisième défi, c'est toujours équilibrer entre le doute qui est ton meilleur ami, qui est sur ton épaule droite, et ton rêve et ton énergie qui est sur l'épaule gauche, en fait. Ça va nous permettre de passer à notre prochaine rubrique. Ça donne envie de chanter. Et de danser. D'ailleurs, tout le monde a dansé dans le studio. Quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Il y a le premier bilan, le premier recrutement, le premier échec. Tu voudrais nous parler de quelle première fois ? Waouh. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est notre première école sur le temps scolaire. J'en ai pas dormi de la nuit pendant une semaine parce que là, tu te retrouves dans une classe à la place de l'enseignant, avec les intervenants que tu as recrutés, avec ta pédagogie que tu as créée de rien. Et là, tu as 35 élèves de CM2 qui te regardent et qui disent « Waouh, qu'est-ce qu'on va bien faire aujourd'hui ?» Et pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés évidemment avec cette école où pendant une semaine non-stop, on était à la place de l'enseignant. Et donc, tu as à la fois un mélange évidemment d'énergie et d'excitation et en même temps de tests grandeur nature parce que sincèrement, pour avoir travaillé pendant 15 ans dans des milieux d'adultes, maintenant je dis comme ça, mais professionnels, de levée de fonds, IPO, enfin bon, je trouve que la première fois où tu te retrouves face à une enseignante, à sa classe, à des élèves, ça a été pour moi 10 000 fois plus de pression que quand je closais un dossier d'investisseur, en fait. Avec le regard et leur jugement. Oui, parce qu'en fait, c'est que des émotions. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte quand on est à la fois parent et qu'on n'est pas dans l'école, c'est qu'une école, c'est une fabrique à émotions. Tout n'est qu'émotion dans une école. Tout n'est qu'émotion dans une classe, en fait. Puisque les enfants sont qu'émotions. Donc, tu ne sais pas comment ça va tourner, en fait, comment ils vont recevoir ce projet, comment ils vont le gérer. En plus, on a une manière particulière, on les met en mode projet. Ils ont jamais été en mode projet. Tu déplaces les tables, tu les mets par îlot, tu leur demandes de faire un storytelling de leur projet. Ils ne l'ont jamais fait, tu ne sais pas comment ils vont le recevoir, quelle est leur part d'anxiété ou de découverte, de curiosité, à quel moment la maîtresse va hurler parce que tu as un bruit de dingo dans la classe qu'elle n'a jamais connu. Et est-ce qu'il y a une question qui t'a été posée où tu t'es dit comment je vais répondre à cette question de ce gamin ? Oui, parce que évidemment, ils nous posent plein de questions, ils sont hyper curieux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mais madame, c'est vous qui avez inventé les robots. Et ça, c'est trop mignon. Et non, j'ai pas inventé les robots. Ah bon ? Mais alors, tu es directrice de l'école des robots. Alors, si tu veux, ce qui est assez marrant, c'est joli comme titre, ça. Directrice de l'école des robots. Ils sont mignons parce qu'ils ont besoin de mettre des mots, des noms, des fonctions, en fait, dans leur tête. Et alors, ce que j'ai eu de très rigolo, ce qui a beaucoup fait rire mon mari, mais moi, ça me fait rire. Il y a 3 semaines, il y a un enfant en classe de CM2 où on faisait évidemment un petit projet sur Mars. Et puis, ma passion dévorante pour Hélène, j'ai pas pu m'empêcher de leur parler de Mars, etc. Et il y en a un qui m'a dit « Mais madame, c'est votre mari ?» Elon Musk. Alors, j'ai dit non. Mais voilà, ça c'était rigolo, leur petite réflexion d'enfant. Des projets de boîte, on peut en avoir plein. Est-ce qu'il y en a eu avant Digital que tu as mis finalement à la poubelle ? Écoute, il y en a eu, mais tellement. Je ne saurais pas par lequel commencer. Écoute, rapidement, le premier que j'ai eu, quand je suis arrivée la première fois à New York avec une copine, j'avais 18 ans, on prend l'avion, j'arrive à New York et je me dis, mais en fait, ici, il faut monter une franchise petit bateau. Voilà, je sais pas, j'avais une lubie. Effectivement, bon, je l'ai pas fait. Et ils l'ont créé, ça a cartonné. Et puis surtout, j'ai créé une première start-up en 2010 où j'étais convaincue que le bio était un marché en devenir. Et en 2010, tu avais très très peu de magasins bio. Le peu que tu avais, franchement, fallait être soit dans une secte, soit hyper courageuse pour y aller si t'étais pas livide. Voilà. Et je me suis dit, il faut créer un concept du Colette du bio. C'est-à-dire que le bio soit à la fois beau, parce qu'il n'y a pas de raison, bon évidemment, et locavore.
Donc, et en 2010, je me lance, en plus de mon job chez Paprec, qui est enceinte de Matisse, et je crée la Volupté. Donc, Joli nom. Joli nom. Je trouvais que ça avait du sens. Qui donnait envie déjà d'y aller. Déjà. Et je trouve un premier prestataire développeur, en fait, à l'époque, qui me crée ma plateforme e-commerce. Et je source partout en France les premiers vins en conversion bio, donc notamment la Madrague, qui n'était pas du tout connue à la Croix-Valmer. Je source le fabricant d'huile d'olive qui en fait 50 par an bio. Et puis, je les appelle, je leur demande l'exclusivité de distribution sur la plateforme. Et la nuit, je fais les paquets, j'envoie les colis, n'importe quoi. Et ça fonctionne. Et puis, je réalise qu'en fait, une start-up, c'est du full-time. 2, à un moment donné, tu ne peux pas continuer tout seul. Parce que derrière, tu as aussi des enjeux, évidemment, de marketing, de commercial, etc. Et puis, pour le coup, je crois que c'était un peu trop en avance. Et donc, tu as décidé de ne pas poursuivre cette aventure ? J'ai décidé de ne pas poursuivre parce que je ne pouvais pas continuer en plus ce rythme, à un moment donné. En plus, tu allais être maman. Voilà, donc quand Mathis est né entre 2 biberons, continuer à faire les cartons, c'était super. Mais je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible, il faut le faire vraiment correctement. Et puis, j'ai senti que, le marché n'était pas encore prêt. Et effectivement, 2010, 2011, 2012, aujourd'hui, on trouve ça hyper cool et normal, mais c'est très vampirisé également par la grande distrib. Et quand tu vois que des enseignes, que je ne citerai pas, ont été rachetées, voilà, c'était pas le bon moment. S'inspirer. Respirer. Alors, je crois que nos éditeurs auront remarqué que tu es une femme qui déborde d'énergie, qui a plein d'idées. Quels sont tes secrets pour te ressourcer ? Alors, étonnamment, j'en ai pas. Je crois que quand je sens en revanche que ça fuse trop dans mon esprit et qu'il faut que je me repose, déjà mes enfants m'aident beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu te remets dans un rythme avec tes enfants, déjà, tu as la tête ailleurs. Et puis, ça te remet sur les fondamentaux, en fait. Des joies simples, un fou rire. Juste les fous rires de mes enfants et leurs bêtises suffit à m'apaiser. Et puis, j'aime beaucoup la nature. Mais comme tout le monde, je crois qu'on vit tous à Paris. On a tous besoin de prendre l'air. Donc, le week-end, j'ai une petite maison de campagne à 1h30 d'ici où j'adore aller prendre l'air avec les enfants, les copains. Et puis marcher. Et puis, on a tous ce besoin, je crois, de parfois ralentir. Et où tu vas chercher ton inspiration ? Là, c'est le sujet, je le sens glisser. Évidemment, alors... D'ailleurs, juste pour nos éditeurs, donc dans 40 nuances de Next, nos invités posent systématiquement une question à leur sista. Et Olivier Goy t'avait demandé à l'époque d'où te venait cette passion pour Elon Musk. Non, mais effectivement, alors, mais typiquement, mon inspiration, elle me vient beaucoup. Alors, c'est marrant parce qu'on est chez les sistas, mais évidemment de femmes entrepreneurs, mais aussi beaucoup d'hommes entrepreneurs, parce que je trouve que les hommes ont une capacité que je n'ai pas, en tout cas j'apprends à l'avoir, d'avoir moins de freins aussi. C'est-à-dire que là où parfois, toi, enfin en tout cas, toi, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de doutes, je dis pas qu'ils n'en ont pas, en tout cas, ça se voit pas. Tu prends Olivier Goy, que j'admire énormément, qui a un parcours hors du commun. C'est-à-dire qu'effectivement, lui aussi vient de région, il crée un 2-3, derrière, il crée effectivement October, avec la réussite qu'on connaît à October, qui permet aux entreprises de se financer assez rapidement. Hélène, évidemment, m'inspire. Pourquoi ? Même si pour certains, il est décrié, c'est des personnages qui sont tellement ancrés dans leur vision que rien ne les arrête. Et ils changent l'humanité. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup, c'est pas toi le produit. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui créent l'industrie. On prend Elon Musk, tu prends Tesla, on aime, on n'aime pas. En attendant, ils créent des voitures. T'as Zuckerberg qui, lui, va créer de la data à notre détriment. C'est-à-dire que je fais vraiment la distinction dans la tech et de ces entrepreneurs entre ceux qui ont une activité capitalistique et qui produisent quelque chose d'utile pour l'humanité. Après, tu achètes une Tesla ou non. Son sujet sur SpaceX, il est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu as une entreprise privée
à qui la NASA sous-traite ses envois. Non, mais tu te serais jamais dit que c'était possible il y a 10 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait, Elon, pour en arriver là? Il n'a pas mis une équipe de commerciaux, de 50 commerciaux. Non, il est reparti de la base. Qui est son client? Qu'est-ce qu'il veut? Comment on s'adapte à lui? Comment on lui crée un produit dont il est content? Et en fait, que ce soit sur SpaceX ou sur Tesla, ou même, on parle d'Olivier, sur les entreprises, ils sont partis uniquement de leurs utilisateurs et de leurs clients. Certaines fois, on les qualifie, en tout cas Elon Musk, de un peu entrepreneur fou. Dans ton discours, c'est aussi très pragmatique finalement. C'est très pragmatique parce qu'après, il a son côté évidemment rock'n'roll, mais comme on dit, la folie et le génie sont jamais très loin. Et c'est ce qui est assez fascinant chez ces personnages. Après, ta folie, elle peut aussi... comment dire? Le génie, c'est quand tu te sers de ton intelligence au profit de tout le monde. Voilà. Ça, c'est le génie pour moi. Et effectivement, oui, il est rock'n'roll, oui, il y a peut-être 2-3 sujets où il est différent des autres, mais en attendant, c'est pragmatique. Aujourd'hui, quand tu regardes le nombre de véhicules vendus par Tesla en cette fin d'année, il est, je crois que c'est 30 fois ou 100 fois plus fort que des autres vendeurs de véhicules. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, à la fois, tu as la technologie, donc on en revient toujours à cette technologie, qu'il a réussi à insuffler dans ses véhicules, qui permettent, il y a eu un essai hier à un propriétaire de Tesla, de rouler pendant 567 km sans toucher le volant. C'est pragmatique, en attendant, c'est là, ça existe, et je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, on est sur quelque chose qui sort des usines. Et du coup, quand est-ce que Elon devient board member de Digital? Alors, écoute, dans ma folie à moi, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, quand on regarde notre plateforme, on a 5% d'utilisateurs qui sont aux États-Unis. Et en fait, évidemment, le sujet, c'est la France, mais on est en train de les faire traduire. Pourquoi? Parce que je reste convaincue que ce sujet d'acculturer les enfants à la tech et sans écran, c'est-à-dire le Montessori de la tech, ce qu'on a créé chez Digital, ce sujet, il est mais typiquement aussi américain, comme il est africain, comme il est en fait, c'est un enjeu international, mondial. Qui aujourd'hui n'a pas envie de former ses enfants de 5 à 12 ans sans écran, en douceur, sur comprendre que Jules César était le premier cryptologue de l'humanité. Derrière, il y a une histoire. Comment tu arrives de Jules César à Elon Musk? Mais c'est quoi le chemin, en fait? C'est quoi les hommes et les femmes qui sont passés par là et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, effectivement, Elon, je me suis dit, on va le traduire en anglais et puis on l'enverra pour son jeune garçon et on verra. Elon Musk qui conseille Marilyn la nuit, ça donne quoi? Ah, le fou rire. Écoute, c'est là où je me suis dit, je suis vraiment fatiguée quand même à Noël. C'était le soir de Noël? Oui, j'ai rêvé qu'il était en face de moi, qui me conseillait sur Digital. C'était magique, surtout qu'au réveil, je me rappelais plus de rien, de ce qu'il m'avait dit, donc n'importe quoi. Il va falloir faire de ce rêve une réalité, alors. Oui, t'as raison. Waouh! On prend tous des claques, Marilyn. Quelle a été la plus grosse? Alors, si on parle de ces 3 dernières années, j'ai un épisode très douloureux. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré en 3 ans chez Digital. Je peux pleurer de joie facilement, ça on le sait. En fait, au moment où je cherchais des investisseurs, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais j'ai été contactée par un groupe d'investisseurs en me disant c'est super, je rencontre le directeur d'abord d'affaires et qui me dit c'est super, venez pitcher devant tout le comité lundi prochain. C'était en Normandie. Donc voilà, tu sais comme tu peux être seule dans ces moments-là et puis en pleine levée de fonds, c'est quand même particulier. Donc j'y vais, je fais 1h30 de voiture, il pleut et je rencontre donc 8 personnes, dont beaucoup d'hommes. Et là, ils ont été tellement odieux. C'est-à-dire que, si tu veux, je sais ce que c'est que de pitcher devant des investisseurs, mais tu as toujours des questions pragmatiques. Et parce que tu as été de l'autre côté de la table. Oui, j'ai été de l'autre côté pendant longtemps. Donc, en plus, j'ai cette chance, je crois, d'en connaître les codes. Oui. En tout cas, un petit peu. Et de ce qu'ils attendent de toi. C'est quoi un PNL? C'est quoi ton business model? C'est quoi ton coût d'acquisition client? Mais ça, on y reviendra. Je pense que pour les femmes entrepreneurs, même si ce n'est pas une fin en soi, une levée de fonds, quand on dit elles ne sont pas formées à ça, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est aussi d'ailleurs le combat du collectif Sista. Exactement. Et je pense que ce sujet-là, d'aider les femmes à lever des fonds, c'est d'abord avant tout lever
la barrière de l'argent chez les femmes. C'est comment tu lèves le sujet que l'argent monétisé, c'est ah non. Et en fait, c'est d'abord par là que ça commence. Une fois que tu as compris que l'argent, c'est la liberté, c'est grandir, etc., que tu l'as intégré, utiliser les bons mots et les bons codes aussi, c'est pas péché, entre guillemets, de parler d'argent sur ton projet, en fait. Hein, ça, c'est un autre enjeu. Et donc, j'arrive à ce comité et les questions ne sont pas pragmatiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur c'est quoi le business model, c'est quoi la croissance, c'est quoi ton EBITDA, etc., etc. C'est en gros parce que je suis une femme et que je suis seule et que du coup, il me lamine de manière mais si odieuse que ça ne m'est jamais arrivé quand même en 44 ans alors que j'ai évolué dans un milieu que d'hommes. Et tout ça en 2020. Et tout ça en 2020. Ça a été pour moi effroyable. Parce que je me suis dit, mais attends, toi en plus, t'es quand même câblé, entre guillemets. Tu connais le milieu des investisseurs. J'ai bossé en M&A, en fusion-acquisition. J'ai fait des introductions en bourse. Enfin, je suis quand même pas un lapin de 6 semaines, même si parfois je suis naïve. Comment ces mecs-là peuvent se permettre de me laminer, d'être odieux sur des sujets qui sont pas pragmatiques? T'as pu leur faire un retour? Ou sur le moment, c'était trop intense en émotion que... Écoute, sur le moment, en fait, et c'est là où je m'en suis voulu, j'étais tellement touchée, j'étais tellement blessée que j'ai pas eu de répartie en fait, parce que ça te touche, c'est ton projet en plus, tu sais, quand c'est ton bébé. C'est ton bébé. Et en fait, je me suis promis ce jour-là que plus jamais je n'irai, alors ce qui n'avait pas été le cas avec 1, 2, 3 qui sont des investisseurs, mais parce que voilà, je ne retournerai plus jamais en rendez-vous investisseur seul. C'est terrible. Mais voilà, demain, si j'ai besoin d'une autre levée, j'irai accompagner. Et c'est un conseil que tu donnerais à des femmes entrepreneurs qui cherchent à lever actuellement? Oui, parce qu'en fait, c'est même terrible de le conseiller. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Si l'objectif, c'est de lever des fonds, de faire venir des investisseurs pour faire grandir son projet, il est essentiel d'en appliquer des codes. Et que ces codes-là, même quand on est armé, être accompagné, c'est essentiel. Du coup, Marilyn, je te propose qu'on passe à une autre section de notre podcast, qui est la question flash. Je vais te poser 3 questions. L'idée, c'est que tu répondes le plus spontanément possible. Alors, la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux. Est-ce que tu comptes perdre tes kilos? La question que tu aimerais qu'on te pose et que du coup, on va te poser. Quel est ton rêve pour Digital l'année prochaine? Alors Marilyn, quel est ton rêve pour Digital? Pour cette année, parce qu'on vient de la commencer, donc... Oui, c'est vrai, t'as raison. Écoute, là, mon rêve à fond, c'est que j'aimerais tellement qu'on soit plus connus, qu'on ait effectivement plus d'enfants et de parents qui soient à la fois convaincus, ça j'en suis sûre, que c'est important d'éduquer leurs enfants, à les accompagner, mais qui découvrent justement en quoi c'est magique les cahiers digitaux, en quoi c'est magique les ateliers, en quoi c'est magique de leur apprendre autrement. Tu dis être plus connu, on parle souvent dans le milieu startup tech de l'écosystème. Est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'il t'a aidé justement pour faire connaître davantage Digital? Alors en fait, je crois que l'écosystème, il t'aide à partir du moment où tu le sollicites. D'accord? C'est peut-être une erreur de ma part, mais moi j'ai passé ces 3 années à faire que travailler avec mes équipes, à faire un peu de com sur LinkedIn quand on a un petit truc rigolo à faire, mais j'ai jamais passé de temps à solliciter l'écosystème. Et je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. Alors, EdTech nous aide beaucoup et merci beaucoup. Mais il faut qu'on le fasse cette année. T'as raison. Marilyn, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant, je voulais profiter de cette occasion pour annoncer officiellement un nouveau projet sur lequel tu vas passer de l'autre côté du micro en me rejoignant en tant que co-host d'un nouveau podcast qui va s'appeler Philosophie, et je te laisse l'honneur et le privilège d'en toucher 2 mots à nos auditeurs. Ah non, mais je suis tellement contente. Alors déjà, c'est une rencontre magnifique.
Je le dis parce que vous allez comme ça tous savoir comment on s'est rencontrés avec Solène et Thomas. Grâce à Olivier Gouao, effectivement, j'étais sa petite sista. Et merci encore, Olivier. Et j'ai eu un flash amoureux sur Solène. Alors Thomas, pardon, mais bien sûr toi aussi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. J'avais évidemment en tête ce projet d'accompagner les ados sur comment est-ce qu'on leur donne la parole à nos ados avec leur propre usage, hein, parce qu'ils ont leur usage des réseaux sociaux. Et avec Solène, on s'est dit qu'on allait interviewer ces ados et notamment leur dédier un podcast, d'où Philosophie, donc, qui est très aussi philosophique, sur à la fois c'est quoi leur manière de voir la tech, c'est quoi leur manière de l'utiliser, c'est quoi leur manière de vivre ensemble derrière la tech, ou sans, ou avec, comment ils se retrouvent après dans la vraie vie en ayant échangé notamment des nuits entières sur WhatsApp. Et donc on est trop contente parce que ça sort là dans quelques jours. Alors moi, je dois avouer aussi que je suis super contente de ce projet et de ce podcast qui donc va donner la parole aux jeunes générations sur le digital et leur rapport au digital surtout, et qui encourage aussi leurs parents à ne pas faire la sourde oreille car il est aussi destiné à leurs parents. Marilyn, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de notre épisode et j'ai une toute dernière question. Si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais pris qui ? Alors, une femme entrepreneur, alors moi, évidemment, j'adore les sistas qui ont créé Céline notamment, que j'ai jamais rencontrée. Donc, ça, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je sais qu'elle était très occupée, j'avais essayé de la joindre rapidement. Et je trouve qu'elle représente tellement ce qu'est la femme entrepreneur dans la tech aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait brillamment, elle est passée aussi de l'autre côté, qu'aujourd'hui, elle est un modèle, au-delà du rôle modèle, tu vois, parce que... elle partage parce qu'elle fait des initiatives et notamment pour les autres femmes entrepreneurs. Et je trouve que c'est un très beau symbole aujourd'hui. Eh bien Marilyn, merci beaucoup. C'était hyper intéressant de partager tout ça avec toi. Et on se retrouve très vite sur Philosophie. Merci beaucoup, Solène.